Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers étudiants, puisqu'il y a des étudiants un tout petit peu plus loin, il me revient donc la charge de présider, après l'intervention de Madame le ministre, cette deuxième table ronde consacrée à la régulation économique des établissements. Autour de moi, 4 personnes qui représentent chacune leur soit système ou champ d'activité, soit encore l'autorité de régulation. Mais avant de vous les présenter et de leur laisser la parole, je voudrais, en tant que professeur de droit, essayer peut-être de revenir sur la définition du sujet, sur les enjeux de la régulation dans le champ des établissements de santé, les moyens qui ont été mis en place par le législateur, peut-être aussi aborder les limites et terminer, bien sûr, par l'autorité de régulation. Je pense tout d'abord qu'il est nécessaire de présenter ce qu'on entend ici par établissement. En effet, il y a au moins 2 catégories d'acteurs que sont les établissements. D'une part, on entend d'abord les établissements de santé, c'est-à-dire ceux qui prennent en charge les malades qui nécessitent des soins médicaux, avec ou sans hébergement, des établissements de santé publics et des établissements de santé privés. Je ne reviendrai pas sur les différences d'origine historique, notamment entre les établissements privés dits à but lucratif et les établissements privés dits à but non lucratif, bien que le terme ne soit plus repris par la législation, ça a au moins le mérite, je dirais, de poser les enjeux. Et d'autre part, il convient aussi d'associer les établissements du secteur social et médico-social qui habituellement relèvent plutôt du Code de l'action sociale et des familles que du Code de la santé publique. Mais il était impératif, je pense, d'associer aussi ces établissements. Pourquoi ? Eh bien parce que les établissements du secteur social et médico-social prennent en charge des personnes en raison de leur vulnérabilité, de leur dépendance ou de leur grand âge, qui nécessitent souvent un hébergement ou encore une prise en charge quotidienne, mais également associée à des soins. Et comme il a été soulevé, comme il a été rappelé à l'occasion l'année dernière de l'élargissement des compétences de la Haute Autorité de santé à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, la santé doit être entendue dans sa globalité, sans se limiter aux soins médicaux, mais en y intégrant tous les aspects de la vie des personnes, afin de favoriser des parcours de santé complets et de qualité. Donc vous comprendrez ainsi pourquoi les établissements recouvrent à la fois les établissements de santé et les établissements du secteur social et médico-social. J'en viens à l'interrogation importante, pourquoi la régulation dans les établissements ou à travers donc l'intervention des autorités de l'État sur ces établissements. La régulation, en fait, elle est très ancienne. Le vice-président du Conseil d'État a évoqué le mot régulation ce matin, a évoqué aussi son intervention un petit peu tardive dans les textes, mais je crois que la première grande loi hospitalière, qui fut la loi de 1970, la loi Boulin, déjà introduisait la régulation sans le dire. Pourquoi ? Puisqu'à l'époque, il y avait une concurrence que certains auteurs ont qualifiée d'exacerbée entre les structures publiques et les structures privées, et la loi de 1970 a déjà essayé de réguler cette concurrence par différents moyens. D'abord, la loi de 1970 a introduit la planification hospitalière, notamment avec la carte sanitaire. Elle a introduit également la coopération entre les établissements de santé. On ne le dit pas suffisamment. D'une part, la coopération entre les structures publiques, mais également l'association ou la participation des établissements privés au service public hospitalier, qui était déjà, sans le dire, une forme de coopération et surtout un moyen de réguler cette concurrence que l'on a donc qualifiée d'exacerbée entre le secteur public et le secteur privé.
Depuis 1970, le législateur est intervenu à d'autres reprises. Et il convient ici de mentionner d'abord la loi Evin de 1991 qui a introduit, à côté de la carte sanitaire, un autre instrument, le schéma régional d'organisation des soins, qui est devenu, depuis la loi Touraine de 2016, le schéma régional de santé. Entre-temps, la carte sanitaire sera supprimée au bénéfice du schéma régional. Et puis, surtout, la loi de 1991 va rénover considérablement le mécanisme des autorisations hospitalières en unifiant le régime et en dotant aussi notre législation d'une notion commune, la notion d'établissement de santé. Quelque temps plus tard, le plan Juppé de 1996 va introduire d'autres mécanismes de régulation. Et là, je mentionnerai particulièrement le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une part, et d'autre part, l'accréditation qui deviendra la certification des établissements de santé. Alors certes, la certification des établissements de santé est conduite par la Haute Autorité de Santé qui n'est pas présente à la tribune mais qui sera là cet après-midi, mais je dois quand même mentionner l'importance aujourd'hui de la certification des établissements de santé. On peut donc dire qu'il y a aujourd'hui au moins 4 mécanismes de régulation des établissements. D'une part, les autorisations hospitalières prises en application du schéma régional de santé, dont chacun a pu noter que le schéma régional de santé est opposable dans son volet hospitalier, mais ne l'est pas dans son volet ambulatoire. Madame la ministre a bien mentionné tout à l'heure le principe de liberté, et notamment le principe de liberté d'installation des professionnels de santé, des médecins, dans le cadre de leur activité libérale. Donc, les autorisations sanitaires, mais également les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens auxquels ont été aussi associés d'autres types de contrats pour conduire les établissements à plus d'économies, parfois même pour obliger les établissements à un équilibre, voire envisager un redressement des établissements. Je pense en particulier aux établissements publics de santé. La Cour des comptes a rappelé dans son dernier rapport le nombre et le montant des déficits occasionnés par les établissements publics de santé. À côté des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, nous avons également les différents mécanismes de coopération entre les structures, publiques d'une part, privées d'autre part, et publiques-privées enfin. Et puis, donc, je soulignerai cette certification des établissements de santé qui vient d'être introduite par les ordonnances du début de l'année 2018 dans le mécanisme des autorisations hospitalières, puisque désormais, le directeur de l'Agence régionale de santé devra tenir compte des rapports de certification dans la délivrance des établissements, des autorisations des établissements de santé. Mais ces mécanismes ne sont pas seulement utilisés pour les établissements de santé, ils sont également utilisés dans le secteur social et médico-social, puisque désormais nous avons les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, et la HAS, comme je viens de le dire tout à l'heure, depuis 2018, est désormais compétente également dans le champ de l'évaluation, de l'appréciation des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, les enjeux de cette régulation, eh bien, je dirais que Madame la ministre de la Santé m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, donc ça va être très agréable, évidemment, de rappeler quels sont ces différents enjeux, puisqu'elle-même, elle les a rappelés: l'équité dans l'accès aux soins, la maîtrise budgétaire, la qualité à laquelle elle a associé la pertinence des soins et l'encouragement de l'innovation. Alors, je dis bien qu'elle a ajouter la pertinence des soins. Pourquoi ? Eh bien parce que les dispositions du Code de la santé publique actuellement en vigueur, et notamment celles qui sont dans votre dossier, les articles L6131-1 et suivants du Code de la santé publique, fixent notamment ces enjeux, qu'il appartient évidemment au directeur de l'Agence régionale de santé évidemment de mettre en œuvre, mais dans les dispositions du Code de la santé publique, il n'y a pas la pertinence des soins. La qualité ne va pas sans la pertinence des soins. Donc pour pouvoir atteindre les objectifs et les enjeux qui ont été fixés
pour le moment dans le Code de la santé publique, eh bien, une autorité, en particulier au niveau régional, est compétente et dispose de pouvoirs particulièrement étendus dans les deux champs, le champ des établissements de santé et le champ des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette autorité, vous l'avez compris, c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé. Ces attributions sont particulièrement larges et quelques dispositions du Code de la santé publique peuvent évoquer quelques idées sur la manière dont ces attributions pourront être mises en œuvre. En effet, les dispositions du Code de la santé permettent au directeur de l'Agence régionale de santé, je cite notamment le L6031-4 et le L6031-5, permettent au directeur de l'ARS d'exiger des établissements de santé un certain nombre de choses lorsqu'ils n'auront pas exécuté les moyens qui ont été mis précédemment à leur disposition. Je cite notamment le L6131-4. Lorsque la demande du directeur général de l'Agence régionale de santé mentionnée à l'article précédent n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également, par exemple, prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés. Ou encore, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Nous voyons donc ainsi comment ces instruments de régulation peuvent être mis en œuvre par l'Agence régionale de santé. Par conséquent, je vais donc laisser la parole aux différents intervenants qui vont présenter chacun leur point de vue sur le secteur d'activité concerné. Tout d'abord, je vais laisser la parole à M. Martin Hirsch, qui est le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis à M. Pascal Rocher, qui est le directeur général de Ramsay Général de Santé, qui représente ici les établissements de santé privés, M. Pascal Chanvert, qui est le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, qui est lui-même un directeur d'établissement, qui interviendra pour le champ du secteur social et médico-social. Et je laisserai la parole en dernier lieu au directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourra nous dire comment il entend l'application des dispositions du Code de la santé publique que je viens de vous présenter. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à M. Hirsch. Merci Madame la Présidente, c'est toujours et un honneur et une grande intimidation d'être invité à cette tribune de l'Assemblée générale. Donc je vais profiter pendant 10 minutes de cet honneur pour répondre à vos questions en essayant de faire deux choses. D'une part en évoquant les principes généraux de régulation économique tels qu'on les vit d'un établissement public de santé, puisque telle est ma catégorie. Et puis la deuxième chose, en essayant d'aborder, je pense, une question qui taraude tout le monde, qui est: est-ce que la régulation économique conduit à une influence sur les conditions de prise en charge et sur des choix médicaux? Est-ce que la manière dont la régulation économique s'applique, s'impose, se vit, conduit à prendre en charge des patients pas comme on devrait le faire s'il n'y avait pas de régulation économique, moins bien, ou à priver de chance de patients, ou à leur offrir moins de qualité. Et ça, je pense que c'est une question qui est effectivement majeure. Je vais tuer le suspense d'emblée sur cette deuxième question. La réponse n'est pas si facile que ça à y apporter, et j'y soulèverai plus de questions que j'apporterai de réponses complètement directes. Alors, sur les principes de la régulation économique, je pense que tout le monde dans cette salle d'Assemblée générale sait que c'est une équation impossible entre une vie qui n'a pas de prix et l'ensemble des coûts de salaire, d'innovation thérapeutique et de médicaments, comme ça a été rappelé dans la table ronde précédente et dans la bouche de la ministre, comme le prix des équipements, etc. Et donc, il faut avoir en tête que la régulation économique est forcément une sorte d'équilibre ou de compromis. La quête de la régulation économique idéale qui permettrait de concilier l'ensemble des impératifs est juste
absurde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que ce qui caractérise la France, c'est d'avoir à la fois utilisé pendant longtemps et utilisé toujours la régulation juridique comme un élément de régulation économique, et d'avoir une régulation économique qui est elle-même influencée par la régulation juridique. Je m'explique. Ce qu'on met dans la régulation économique, c'est la fixation des tarifs, la fixation des dotations et des subventions et l'évolution de ces différents tarifs au fil des ans. Et ce qu'on met dans la régulation juridique, c'est le régime des autorisations qui peuvent aller des autorisations type planification, de savoir combien on autorise d'IRM ou d'équipements lourds dans une région, combien, à quelles normes on soumet telle ou telle activité en termes de ratio de personnel, de seuil d'activité, etc. Et quel est le cadre juridique dans lequel évoluent les différents acteurs, comment on fixe leur rémunération, leur salaire, etc., etc. Et il y a des pays dans lesquels il y a le choix d'une régulation économique reposant principalement sur les premiers instruments. Nous sommes un pays dans lequel on a pensé qu'en utilisant la régulation juridique, on réussirait la régulation économique. En fixant par arrêté ministériel le nombre de médecins qu'on peut permettre de former, le nombre d'autorisations d'équipements par million d'habitants, etc., etc., on aurait un impact en partant de l'idée que l'offre allait avoir une influence de la demande, et donc en régulant administrativement l'offre, on aurait un impact sur la demande. Ce qui a eu une réalité, ce qui a eu des effets, ce qui a eu aussi des effets pervers, des limites, des contre-effets, etc. Et donc on a progressivement fait évoluer le système pour que la régulation juridique soit davantage centrée sur son objet, qui peut être un objet de qualité, de sécurité, d'égalité d'offre soins, et un peu moins sur la régulation économique, et en perfectionnant ou en développant les outils de régulation économique. Mais on reste encore dans un système extrêmement où les choses sont, où les deux objets et les deux leviers, les deux types d'instruments existent avec cette double finalité. Et quand je dis à l'inverse que la régulation juridique a une influence sur la réduction, sur la régulation économique, je m'explique en deux ou trois phrases. Je veux dire par là que quand on fixe aux acteurs, par exemple aux hôpitaux, par exemple à l'assistance publique, un certain nombre d'objectifs d'équilibre économique, d'économie, de taux de marge brute, etc., à réaliser, on le doit réaliser dans un cadre juridique qui parfois est lui-même facteur de surcoût, d'inefficacité ou de frein à contrainte. Je vois que le directeur général de l'Agence régionale de santé comprend ce que je veux dire. Si dans le cours des questions, vous voulez que je le développe, j'en aurai grand plaisir. Donc, il y a dans cet ensemble où on a à la fois la régulation juridique et la régulation économique, il y a parfois des choses qui s'entrechoquent. On est parti d'une régulation juridique pour aider la régulation économique, et on est peut-être davantage aujourd'hui dans un système où l'ensemble des régulations juridiques viennent contrarier les régulations économiques qu'on cherche à faire. Ça, c'est dans cette régulation juridique, il y en a une qu'on a en fait peu, il y en a beaucoup qu'on a beaucoup utilisé en France plus qu'on a dans d'autres pays. Il y en a une qu'on a peu utilisée en France par rapport aux autres pays, c'est l'organisation des soins elle-même et la gradation des soins qui consiste à dire que les établissements les plus sophistiqués sont centrés sur les pathologies les plus sophistiquées, et les établissements les moins sophistiqués doivent faire plutôt du premier recours. Ceci est un élément qui n'a jamais été complètement assumé dans notre pays, avec quelques exceptions, par le biais des normes. Si on prend les maternités, face à toute une série de problématiques, on a dans ce domaine-là une régulation relativement complète,
entre les différents niveaux de maternité et l'adéquation entre les risques que courent les mères et leurs futurs enfants et le niveau de maternité vers lequel on les adresse. Alors, ensuite, dans les 5 autres minutes, si je n'ai pas débordé, la question que j'abordais d'emblée, qui est est-ce que la régulation économique a une influence négative sur les conditions de prise en charge des malades? Alors, est-ce qu'elle a une influence sur la condition de prise en charge des malades? La réponse est évidemment oui. Je vais vous en donner deux, trois exemples. Je pense que l'exemple le plus facile à prendre, c'est celui du choix entre faire dormir le malade à l'hôpital ou le traiter dans la journée. Alors, il y a la question de la chirurgie qui est très bien connue, la question de la médecine, c'est-à-dire quand on a une maladie rhumatismale, une maladie dermatologique, une maladie endocrinienne, etc., etc. Est-ce qu'on va être traité en dormant à l'hôpital ou sans dormir à l'hôpital? Les autorités de régulation, moi, mon ARS, elle me demande de réduire mon nombre de lits. Et donc, comme moi je suis, comme tout le monde le sait dans cette salle, un garçon très discipliné, j'ai demandé à chacun des hôpitaux qui sont dans l'AP de me dire combien de lits ils allaient me rendre. Et j'ai récupéré les copies, et dans lesquelles chaque hôpital disait mais nous allons obéir, et nous pouvons très facilement fermer 100 lits, à condition que par ailleurs vous m'en ouvriez 150. Et donc, quand j'ai fait la liste, je fermais 1000 lits et j'en ouvrais 1500. Et ce n'était pas complètement satisfaisant, donc j'étais un peu embêté. Il se trouve que sans malice aucune, quelque temps après, je leur ai posé une autre question, qui était « Qui parmi vous est candidat pour avoir une expérimentation d'hôtel hospitalier ?» Merci d'étayer votre réponse. Et donc là, ils ont rivalisé de zèle, en faisant eux-mêmes et spontanément, par des médecins et non pas par des contrôleurs budgétaires, le tour des chambres d'hôpital à 17h pour regarder qui avait besoin de dormir à l'hôpital. Et là, y compris dans les hôpitaux les plus ayant la meilleure réputation, les plus sollicités, ils sont revenus en disant « mais moi, je suis candidat, et d'ailleurs je suis un bon candidat, puisqu'il y a entre 25 et 30% des malades qui pourraient ne pas dormir à l'hôpital ce soir. » Entre 25 et 30% des malades. Alors, quand on se demande pourquoi, il y a 2 éléments de réponse. Il y a un premier élément qui est notre propre mauvaise organisation, c'est-à-dire qu'il est encore difficile de dire que l'IRM aura lieu le matin et l'échographie l'après-midi, et parfois l'IRM a lieu le lundi et l'échographie a lieu le vendredi. Donc ça, c'est notre problème et notre problème d'organisation. Et je reviens, question de cadre juridique parfois qui ne nous facilite pas les choses, sur les horaires de travail, sur un certain nombre de choses comme cela. Et puis il y a une deuxième dimension, c'est quand on regarde combien on perdrait d'argent, on se ruine. Alors, quand je dis on se ruine, je vais vous l'étayer, c'est-à-dire qu'on a fait le calcul très précis sur, en partant des recommandations des bons rapports de l'IGAS et de l'inspection des finances, sur les séjours dont ils pensaient qu'ils pouvaient basculer dans l'ambulatoire. Donc on a pris 74 000 séjours, on a vu combien on économisait de coûts, 15 millions d'euros, combien qu'on perdait de recettes, 67 millions de recettes. Et donc entre l'un et l'autre, vous voyez de combien je creuse mon déficit. Et on l'a fait sur un service donné, un service de rhumatologie, où typiquement on devrait faire des séjours ambulatoires. Et sur ce seul service, le chef de service démontrait qu'il perdait 300 000 euros. Et donc la régulation économique et la fixation des tarifs a une influence. Elle fait dormir à l'hôpital des patients qui ne pourraient pas dormir à l'hôpital. Il se trouve qu'au cours des 5 dernières années, nous avons réduit de 20% les infections nosocomiales à l'AP. Peut-être que s'il y avait moins de patients qui dormaient, on l'aurait réduit de 30% ou de 35% ou de 40% les infections nosocomiales. Deuxième exemple, on développe avec plaisir quelque chose qui s'appelle la réhabilitation accélérée après chirurgie. RAC. Pas pour faire raquer l'assurance maladie, au contraire, mais pour que les patients sortant du bloc opératoire sont nourris tout de suite, sont mis debout tout de suite, etc. Et toute la littérature scientifique, je parle sous le contrôle de quelques-uns qui peuvent
me contrôler, toute la littérature scientifique montre que ça a des meilleurs résultats en termes de récupération, etc. Cependant, quand on pratique cette réhabilitation accélérée après chirurgie, la même maladie devient tout d'un coup, la même maladie qui était considérée simple quand on ne faisait rien d'accéléré et qui passait 4 jours à l'hôpital, devient une maladie qui était considérée comme complexe, devient une maladie simple. Parce qu'on a mieux travaillé, et hop, là aussi, on perd une somme phénoménale d'argent. Et deuxième exemple. Je vais m'arrêter à ces 2 exemples-là, on pourrait en multiplier d'autres. Du coup, est-ce que la régulation économique a une influence? La réponse, oui. Alors, si je vais un peu plus loin, on sait qu'effectivement, il y a un certain nombre de prises en charge qui sont plutôt mieux rémunérées que d'autres. Il y a un certain nombre de patients qui sont plus rémunérateurs que d'autres patients. Et quand on regarde la balance entre les coûts que l'on consacre à un patient et les recettes que nous octroie l'assurance maladie, il y a certains patients, certains types de patients et certains types de maladies qu'on a plus intérêt à prendre. Est-ce que du coup, je vais vous rassurer tout de suite, je donne des consignes en disant je vous remercie de sortir tel type de patient et de vous concentrer? La réponse est non. Est-ce que, y compris d'ailleurs la communauté hospitalière et au sein d'elle-même la communauté médicale va refuser des patients parce qu'ils n'ont pas de prise en charge, parce qu'ils... La réponse est non. Est-ce que pour autant, si individuellement ceci n'existe pas, est-ce que collectivement il n'y a pas des effets? La réponse est oui. C'est-à-dire que quand on voit comment évolue notre offre, nos spécialisations, nos circuits, il y a un élément qui est, j'allais dire, tarif oriented. C'est implicite. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai travaillé à l'AP avant la T2A. Je suis arrivé à l'AP il y a 5 ans en pleine T2A. Les médecins venaient me voir avec des business plans, ce que je ne connaissais pas il y a 20 ans, avec une connaissance parfaite des tarifs, avec... ils attendent tous le 1er mars pour savoir comment vont évoluer les tarifs précisément, avec des propositions de dire mais voilà comment je pourrais me spécialiser davantage et voilà comment c'est davantage rémunérateur. Donc autant l'éthique globale des médecins aux infirmiers, en passant par les directeurs et les directeurs généraux, pousse à ne pas mettre de pression directe, en tout cas dans un hôpital comme le nôtre, vers mettez dehors un certain nombre de patients, dites-leur d'aller ailleurs, etc., etc. Autant il y a effectivement un élément qui influence la manière dont on s'organise et dont on fait évoluer notre offre de soins. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir en compte. En conclusion, 2-3 choses rapides. La première, pour faire écho à ma première phrase qui disait qu'il n'y a pas de système parfait, tout système de régulation économique a ses effets pervers. Et moi, j'en déduis qu'il faut les faire évoluer régulièrement pour ne pas que les effets pervers se creusent trop longtemps dans le même sens et pénalisent toujours le même type. Donc je pense que rêver d'une régulation économique pérenne et stable, fondée sur les mêmes principes, est une erreur. Donc il faut qu'elle évolue régulièrement. La deuxième chose, c'est qu'il faut que cette régulation économique soit davantage fondée sur des travaux scientifiques, médico-économiques, comme ça a dû être évolué. Pour y contribuer, nous avons créé une structure qui s'appelle Hospinomics, avec des économistes de la santé travaillant avec les médecins pour pouvoir réfléchir sur les modèles tenant en compte à la fois la science économique et la science médicale pour pouvoir d'abord nous éclairer nos propres choix et essayer d'éclairer les choix de la puissance publique sur des éléments qui tiennent en compte de ces deux sciences. Ça, c'est ma deuxième élément et cette contribution. Et puis, la troisième chose importante, c'est qu'il faut effectivement veiller à ce qu'on ne mette pas en conflit de valeurs les différents professionnels et que l'organisation du contre-feu éthique soit suffisamment puissante pour éviter que le poids de la régulation économique. Et puis la dernière chose à laquelle j'ai fait allusion sur la question des régulations juridiques, c'est la question
qui a trait au statut des personnels, au mode de rémunération. Le paradoxe français, vous le connaissez probablement. Donc, quand on regarde nos dépenses de santé, on est à peu près comme les autres pays européens et le Japon, avec 11% de dépenses de santé. Donc, ni plus ni moins. L'Angleterre est en dessous, les États-Unis sont très au-dessus. La plupart donc, on n'est pas anormal. Quand on regarde nos performances, on est plutôt bon. On n'est pas les meilleurs, contrairement à ce qu'on a envie de prétendre, mais on est plutôt bon. Quand on regarde le poids de l'hôpital, il est plutôt élevé. Pas aussi élevé qu'on le dit, mais plutôt élevé. Et quand on regarde les rémunérations, on s'aperçoit que dans les 24 pays de l'OCDE, il y a 3 pays dans l'OCDE où le salaire moyen des infirmiers dans les hôpitaux publics est inférieur au salaire moyen du pays, la République slovaque, la Hongrie et la France. Rapport OCDE 2015. Et quand on raisonne en parité de pouvoir d'achat, et donc modèle Big Mac, là, quand on regarde la parité de pouvoir d'achat, on voit que la parité le pouvoir d'achat des infirmiers français est équivalent à celle de 2 autres pays, la Grèce et la Turquie. Le tout dans un pays où on dépense suffisamment pour la santé, etc. Donc, ceci a une influence majeure sur le caractère pas très bien vécu de la régulation économique et sur la difficulté à faire évoluer nos organisations. Donc je pense qu'un des éléments majeurs de la régulation économique, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire également évoluer le mode de rémunération et les cadres et les conditions de rémunération en gardant l'ONDAM tel qu'il est, le niveau de dépenses tel qu'il peut être globalement, mais en se disant qu'il n'y a aucune raison qu'on se retrouve dans la même situation que les 2 pays que j'ai cités, dans une catégorie comme dans l'autre, parce qu'a priori, ce n'est pas nos étalons quand on parle de santé et de services publics. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hirsch, et d'une certaine façon, vous avez planté le décor en parlant notamment du financement des établissements. Vous avez évoqué la tarification à l'activité qui est au cœur de la réforme, puisqu'il y a 2 jours, le directeur de l'adresse, Monsieur Aubert, a rendu son rapport à la ministre de la Santé qui a été à peine évoqué et qui propose en partie d'autres modes de tarification des établissements de santé, mais aussi de la médecine de ville. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Pascal Rocher, qui est le directeur général de Ramsay Général de Santé et qui va nous dire ce qu'il en pense, en particulier en tant que responsable d'un groupe d'établissements de santé privés. Je vous remercie. Je cherche à mettre le micro, voilà. Merci Madame la Présidente et merci beaucoup pour votre invitation. Incontestablement, c'est un honneur de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ces sujets sur la régulation économique, la régulation financière et vous dire d'ailleurs que je partage très très largement ce que vient d'évoquer Martin Hirsch, ce qui est, je pense d'ailleurs, plutôt rassurant, notamment sur quelque part l'induction réciproque entre régulation juridique et régulation économique. Donc j'aimerais évoquer avec vous 3 sujets. Un premier sujet, justement, comment nous percevons, nous, les contraintes, on va dire, ou la régulation juridique, qui sont les mêmes, pour simplifier, quel que soit l'établissement de santé, et tant mieux. Comment nous avons vécu l'évolution, notamment depuis 2 ans, parce qu'il nous semble qu'il y a eu des changements profonds depuis 2 ans. Vous donnez également un sentiment sur la régulation économique, vue, entre guillemets, donc, des établissements privés. Et puis partager avec vous également un sentiment sur d'autres pays, de par le fait que le groupe que je dirige depuis début novembre, nous avons fait l'acquisition du groupe Capio, et donc nous disposons dorénavant d'une centaine d'hôpitaux en Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, et plus d'1 million de Suédois travaillent, on va dire, sont affiliés dans nos centres de services santé primaire. Donc depuis quelques mois, même si c'est encore frais, je dirais, j'ai passé beaucoup de temps à chercher à comprendre les avantages et les inconvénients, notamment du système suédois, danois et norvégien. Alors, par rapport à la régulation juridique, vous l'évoquiez, Madame la Présidente, au début, depuis les CEPOM, les PRS, les CRS, les COS, dont la durée est de 10 ans,
une complexité malgré tout, une complexité, je dirais, entre ces différents outils. Ceci étant, et en étant sincèrement positif depuis, je dirais, 2 ans, on a noté une volonté louable vraiment du législateur de simplifier, de clarifier et d'aligner en partie certains outils. Alors, j'aimerais d'abord vous parler du CAQES, donc le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience de soins, qui se substitue, qui est d'abord une approche globale, et je crois que c'est bien. Il inclut la partie bon usage du médicament, il inclut également, et il insiste sur des notions de qualité et de pratique médicale en reprenant le CAPES, il inclut également le paperasse. En tous les cas, il donne une approche globale. On peut en discuter dans ce contexte-là avec les différentes ARS, et c'est un outil qui est vécu par les responsables d'établissement du groupe, un outil que nous vivons positivement. Le deuxième changement que nous vivons également très positivement dans les changements récents, ce sont le régime des autorisations. Vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, Martha Hirsch également l'a évoqué. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a la simplification des visites de conformité, il y a l'allègement administratif, je me permets ce mot dans cette enceinte, sur les renouvellements, il y a l'allongement de la durée qui donne de la visibilité, en passant de 5 à 7 ans, et il y a également, et je me permets de le dire devant le Dr Graal, une sorte de pouvoir lié du direct de l'Agence régionale de santé. Si les critères sont remplis, il est automatiquement accordé ou pas. Mais si je peux me permettre, ça donne une forme, on va dire, de clarté par rapport à une motivation plus ou moins fréquente. Donc on le vit très positivement, le nouveau régime des autorisations. Dans cette table ronde, on a également le sujet de la coopération. Là, j'aimerais évoquer 2 sujets un peu contraires, tels que là aussi nous les vivons sur le terrain. Commençons par le sujet positif. Je suis intimement convaincu que les groupements de coopération sanitaire sont un formidable outil qu'on sous-estime souvent, je dirais. Nous avons dans le groupe plus d'une trentaine de GCS. Ça peut être par exemple la stérilisation à Dijon entre l'hôpital du groupe et le CHU, ça peut être dans tel ou tel endroit. Et c'est un formidable outil de coopération quand il est manié, je dirais, de manière pragmatique et au bon niveau. Je me permets de citer un sujet que nous avons vécu dans la région Rhône-Alpes-Verte il y a 2 ans. Nous étions en grande difficulté de recrutement de médecins anesthésistes dans un hôpital du groupe à Aix-les-Bains. Hôpital qui avait un vrai rôle dans le territoire vis-à-vis des patients, et nous avons trouvé un accord avec l'hôpital public de Chambéry, et grâce, et je le souligne sincèrement, aux équipes du Dr Graal, pour, de manière innovante également, par rapport au GCS, transférer l'hôpital, répondre aux besoins des patients, l'ensemble des équipes médicales, également un accord avec des médecins libéraux, je dirais par essence, pour pérenniser dans le territoire de santé cet hôpital. Voilà, c'est un outil vraiment souple, et c'est un outil, une fois de plus, manié au bon niveau, au niveau régional, avec un esprit d'adaptation qui peut se révéler très puissant. À l'opposé, je ne vous cache pas que les GHT continuent de nous inquiéter. Alors, l'intérêt, je dirais, du groupe que j'ai la chance de diriger, nous avons 143 hôpitaux et cliniques privés en France, donc nous travaillons avec quasiment toutes les ARS dans les 13 régions françaises. Voilà, on va dire que les GHT, selon l'endroit où ceci est mis en place, on peut parfois le ressentir comme un outil, fondamentalement on y croit, d'ailleurs, pour vous préciser, depuis 2011, le groupe s'est organisé à travers des pôles territoriaux qui regroupent dans un même territoire de santé en proximité les mêmes hôpitaux sous la responsabilité commune du directeur d'hôpital, en général du plus grand hôpital de la zone. Donc fondamentalement, on croit à la puissance du GHT pour définir un projet médical commun et mutualiser des ressources. Ceci étant, par rapport à certains GHT, je ne veux pas généraliser, on peut avoir un sentiment d'être à côté. Médecine libérale, hospitalisation privée, d'avoir du mal, on va dire, à dialoguer pour trouver une coopération sur le terrain. Alors, volonté louable du législateur, je reviens sur ces fondamentaux, coopération, CAQES, autorisation. Ceci étant, en termes d'amélioration, 3-4 propositions, 3-4 idées à partager aujourd'hui avec vous. La première, il y a un vrai besoin de stabilité dorénavant des outils. Ça fait 7 ans que je suis dans ce métier, j'ai connu d'autres métiers précédemment. Je dois reconnaître que c'est un métier où, au niveau législatif, si je peux me permettre, stabilité des outils, voilà, ça change vite. Il y a des défis que la ministre a rappelés. Ça serait important d'avoir vraiment une stabilité du cadre juridique dans lequel nous intervenons. Deuxième sujet, clarification encore de certaines interactions entre le CAQES et le CEPOM.
sans dire qu'il y a des intersections, il y a quand même un certain nombre au moins d'interactions qu'il convient de pouvoir clarifier ou harmoniser. Troisième proposition également, je dirais, et on le vit nous aussi étant présents dans 11 des 13 ARS, et jusqu'à un certain point c'est normal. Les outils juridiques qui nous entourent sont un petit peu, si vous me permettez, peuvent être un peu ARS dépendants, et donc parfois certaines décisions qu'on cherche à comprendre, etc., peuvent être, la cohérence parfois est un petit peu complexe. Et puis un sujet global, je dirais, avec ces nouveaux outils et en comparaison d'autres systèmes de santé que je commence à découvrir, comme je le disais au début, il reste malgré tout, je le pense là aussi sincèrement en France, une certaine confusion d'un État qui joue à la fois un rôle de régulateur, tout à fait logique, de financeur, et donc on se doit d'être gestionnaire responsable des deniers publics, d'opérateur et d'évaluateur. Et donc jusqu'à un certain point, ces 4 rôles, je dirais, cumulés, peuvent entraîner, on va dire, des situations parfois un peu complexes. On peut avoir un sentiment parfois de décision globale qui, sans être contre l'hospitalisation privée ou la médecine libérale, je crois profondément à la complémentarité et à la chance pour notre pays d'avoir ces 2 formes d'hospitalisation, tous au service du patient, peuvent générer des situations parfois un petit peu complexes. En tous les cas, on apprécie vraiment ces 2 outils, cette volonté louable et les propositions. Maintenant, peut-être la proposition la plus importante, on l'évoquait tout à l'heure, le COS sur 10 ans, le schéma régional de santé sur 5 ans, les autorisations qui passent à 7 ans, et je fais un lien parce qu'évoquait Martin Hirsch sur la tarification, l'ONDAM où tous nous attendons avec un état d'anxiété, je ne vous cache pas, la nuit du 1er mars, pour découvrir des tarifs qui changent tous les ans, dans un métier du temps long, dans un métier d'investissement, nous pose un vrai problème. On a tout simplement besoin de visibilité. On a vraiment besoin d'un ONDAM pluriannuel. Sauf erreur, je crois comprendre que le rapport de M. Aubert évoque la notion d'ONDAM pluriannuel. Et puis, excusez-moi, j'espère que ce n'est pas égoïste, mais la ministre elle-même le rappelait, l'ONDAM hospitalier est sous-exécuté depuis quelques années par l'ensemble des acteurs. L'ONDAM de ville n'est pas respecté factuellement. La fongibilité des 2 ONDAM, où in fine, en fin d'année, sous différentes forces de rappel qui existent ou des anticipations de volume, une partie de l'ONDAM, à travers, en plus des phénomènes de rebasage, pardon pour ces mots techniques, est transférée de l'ONDAM hospitalier à l'ONDAM de ville, nous pose un vrai problème d'équité. J'assume ce mot un petit peu fort. En tous les cas, on a vraiment besoin de visibilité dans le cadre de l'ONDAM. Deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, et Martin Hirsch a très bien évoqué, par rapport au sujet économique. J'ai envie de dire, on vit sincèrement le même sujet. Je partage avec vous un chiffre. Il y a 143 établissements dans le groupe en France. Il y en a une bonne trentaine qui ont un résultat négatif. Alors, c'est la force d'un groupe que d'arriver à les tenir, à les transformer, mais il est évident qu'aujourd'hui, oui, le développement de certaines activités sont structurellement déficitaires. Et je vous assure que moi non plus, jamais je ne dis aux équipes, on va faire en sorte que ce patient ne vienne pas chez nous. Nous avons 6 établissements hospitaliers en Seine-Saint-Denis, 3 services d'urgence, 17% des patients à la CMU comme à Trappes. Voilà, on est là par définition, en plus dans une mission de service public, pour accueillir tous les patients et toutes les pathologies. Nous avons 14 robots dans le groupe, j'en ai validé 3 la semaine dernière, supplémentaires. Chaque robot supplémentaire que nous acquérons parce que, alors sans rentrer dans les détails d'ailleurs, est-ce que par rapport à un cancer de la prostate, pour faire court, la recherche scientifique montre que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, je n'irai pas plus loin n'étant pas médecin sur ce sujet, mais chaque robot que nous acquérons, la tarification telle qu'elle existe aujourd'hui, fait que nous creusons là aussi un déficit. Est-ce que c'est logique ? En tous les cas, la réponse est sûrement dans un parcours de soins, la réponse est sûrement dans des logiques de forfait. Là aussi, nous accueillons avec beaucoup de caractère positif, je dirais, les lignes directrices tracées par la ministre sur la qualité et la pertinence, c'est évident, et c'est évident que la notion du bon acte pour le bon patient au bon moment doit permettre sûrement, et je prendrai sans état d'âme la chirurgie bariatrique par exemple, où nous sommes le premier acteur, pour vous dire, en chirurgie bariatrique en France, soyons là aussi sincères, et je pense qu'on n'est pas les seuls, 40% des patients que nous opérons, au bout d'un an, les a perdus de vue. Voilà, donc un parcours coordonné, là aussi, amènerait sûrement, je dirais, une meilleure logique. Alors, je voulais vous dire un mot sur l'expérience que je découvre dans d'autres pays, et dans ces cas-là, je suis conscient qu'on peut avoir tendance,
toujours de voir un petit peu l'herbe plus verte ailleurs. Voilà, je vous disais, une cinquantaine d'hôpitaux en Suède, un système de centres de services primaires, par ailleurs en Suède, que je trouve globalement très très intéressant. L'ensemble des médecins sont réunis dans des centres de santé, alors on les appellerait chez nous peut-être maisons de santé pluridisciplinaires, puisqu'il n'y a plus de généralistes seuls en ville. Et tout Suédois doit s'affilier dans un centre de santé. Nous avons 104 centres de santé primaires pour être précis en Suède. Qu'est-ce que je retiens à ce stade du système suédois de manière positive et un point négatif que je sous-estimais? C'est un système qui est au niveau régional. Il y a bien sûr des directives nationales, il y a 21 régions en Suède. J'ai rencontré déjà les dirigeants de 4 régions depuis quelques mois. Beaucoup de choses se décident au niveau régional, ce que je trouve très bien, on est près du terrain. Deuxième sujet qui me frappe, c'est la contractualisation. Il y a 6 hôpitaux à Stockholm. Sur les 6 hôpitaux, nous avons un hôpital Saint-Goran par délégation de la région de Stockholm, avec un cahier des charges de plus de 500 pages. Et cet appel d'offres est renouvelé tous les 4 ans. Et dans l'appel d'offres, on est payé par une somme, on va dire, de T2A pondérée, mais il y a beaucoup de critères à la qualité. Et les critères à la qualité, je crois que c'est la direction que notre pays souhaite prendre. Il y a des critères à la qualité encore plus tournés, si je peux me permettre, je crois que chez nous, au-delà de la volonté de la Haute Autorité de Santé, encore plus tournés vers les résultats médicaux. On doit prouver, enfin, on doit mesurer tout simplement, par exemple, les taux de réadmission après telle et telle chirurgie. Et derrière le débat souvent médical de dire oui, mais ce n'est pas comparable, les choses sont, c'est pas parfait, mais les choses sont faites de telle manière statistiquement pour aller vraiment vers les résultats médicaux. Autre chose qui me frappe dans le système suédois, c'est que les extensions de capacités, voire des toutes nouvelles capacités, nous avons il y a quelques jours donc gagné un appel d'offres sur lequel il y avait 17 opérateurs publics ou privés pour construire une nouvelle clinique orthopédique au nord de Stockholm, donnent lieu à des appels d'offres. Là aussi avec un cahier des charges sur le prix et sur la qualité et également d'ailleurs petite partie sur des critères environnementaux. Donc je trouve globalement ce système assez intéressant. Les centres de services primaires, la régulation économique, nous sommes payés à la capitation. 65 à 95% du million de Suédois qui viennent dans nos centres de services primaires, nous sommes payés à la capitation, donc un prix fixe par an, modulé sur des critères à la qualité, et c'est le libre choix du patient de changer d'affiliation, mais une fois qu'il a choisi un centre de santé primaire, il doit s'y tenir. Avantage, inconvénient. Avantage, eh bien, on prend le temps, pour être honnête, je pense plus peut-être qu'on peut le faire en France sur la prévention. Je suis frappé du discours de prévention que l'on trouve dans les centres de visite primaire. Je suis frappé également par le fait que dans certains centres dans lesquels il y a 50, 60 professionnels avec 25 médecins, une trentaine d'infirmières et quelques métiers autour paramédicaux, lorsqu'un patient voit un généraliste, le médecin généraliste tape 3 mètres après à la porte de tel ou tel spécialiste pour confirmer son diagnostic, que le patient puisse voir le spécialiste. J'ai l'impression, je vais être prudent au bout de quelques mois, que ceci a beaucoup de vertus. Inconvénients, incontestablement, alors au-delà d'une non-liberté de choix chère à notre pays sur quel médecin aller voir, inconvénient, c'est que le même patient qui va voir 4 fois par mois le centre de service primaire n'a aucune garantie d'aller voir le même médecin. Je crois que voilà, on peut y voir un inconvénient par rapport à l'attachement de nos concitoyens. Mais globalement, je dirais, il y a cette notion régionale et d'affiliation que je trouve vraiment très intéressante. Alors, pour conclure sur le partage, et une fois de plus, régulation économique et juridique étant étroitement liées, on donne souvent les pays nordiques en exemple. J'ai été surpris, je voulais l'évoquer avec vous, d'un problème d'accès aux soins qu'on jugerait sûrement non acceptable en France sur des maladies graves et que je sous-estimais. Comment cela marche? Le système suédois est un système qui marche avec Air Choice, où selon la région dans laquelle vous habitez, vous avez un certain nombre de jours, ça peut être 60 jours jusqu'à un cancer de la prostate identifié, pour aller vers un établissement qui est dans votre région. Si au bout de 60 jours, on ne vous a pas rappelé pour vous diriger vers un établissement, vous avez le droit de changer de région ou d'aller vers un autre type d'établissement. C'est quelque chose, sûrement une fois de plus dans notre pays, qui serait vécu comme non acceptable, le mot peut-être un petit peu fort. En tous les cas,
tous les systèmes ont incontestablement des avantages et inconvénients. Et pour revenir à notre pays, Madame la Présidente, c'est avec incontestablement beaucoup d'attentes et globalement de points positifs que nous attendons donc ces changements de tarification et la réforme structurelle évoquée par la ministre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rocher. Nous sommes un petit peu pris par le temps, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Chanvert pour les établissements prenant en charge les personnes âgées. Merci. Merci Madame la Présidente. Deux mots de présentation. Je préside l'ADEPA, qui est l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui regroupe 2000 directeurs, certes d'établissements, mais aussi de services à domicile et de coordination. Donc je parlerai bien de l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées. Alors, merci de cette invitation à intervenir sur la question de la régulation, mais dans un premier temps, je me suis dit, mais pourquoi m'avoir invité? Parce que, au fond, nous, on est dans un secteur qui est particulièrement bien régulé, puisqu'il est totalement sous-doté. Bon, c'est une analyse qui est unanime, que ce soit les personnes âgées, les familles, les professionnels, le Conseil économique et social, tous les rapports officiels qui se sont succédés depuis que le président Sarkozy a lancé une réflexion sur le sujet, mais ça a été la même chose sous le président Hollande ou actuellement avec la consultation Grand Âge Autonomie lancée par la ministre et le président Macron. Et de fait, ce secteur, il est dans une situation de manque. Alors, deux exemples rapides. J'ai cité les 3 présidents de la République, mais du temps du président Chirac, le Premier ministre Dominique de Villepin, quand il avait lancé son plan Solidarité Grand Âge, disait qu'en établissement, à fin 2012, il devrait y avoir globalement, je ne rentre pas dans les détails, 8 professionnels pour 10 personnes âgées. Aujourd'hui, on est péniblement à 6 pour 10, c'est-à-dire 2012-2019, près de 13 ans, de 7 ans après. À domicile, une enquête de coût qui a maintenant 4-5 ans du ministère, disait que l'heure d'aide à domicile, l'heure d'aide à la personne revient à peu près à 24 €, alors que la plupart des départements, qui sont ceux qui tarifient les services, les tarifient à moins de 20 €. Donc, depuis le début de ce siècle, les représentants de l'État et des départements pourraient rétorquer que les dépenses liées à l'aide aux personnes âgées n'ont jamais cessé d'augmenter, ce qui est exact, parfaitement exact. Pour autant, ce que l'on constate quand on rentre un peu dans les détails, c'est que l'augmentation de ces dépenses, elle a à peine compensé l'augmentation du nombre de personnes âgées et le fait qu'avec la longévité augmentant, même si elle augmente moins rapidement qu'antérieurement, les personnes sont de plus en plus vulnérables quand elles arrivent à des grands âges. Et en établissement comme à domicile, on a à peine compensé avec l'augmentation des moyens, l'augmentation de la vulnérabilité et donc des besoins des personnes. Deuxième élément, donc un secteur sous-doté. Deuxième élément, un usager qui paye beaucoup. Il va payer de plus en plus cher et il commence à payer de plus en plus en établissement. Et puis, à domicile, pardon, j'ai fait un lapsus, et en établissement, il paye tellement qu'on est pratiquement dans des niveaux de spoliation. Souvenez-vous que la retraite moyenne, c'est à peu près 1 200 € par mois, et qu'un mois en établissement, c'est de l'ordre de 2 300, 2 400 €. C'est-à-dire qu'on demande à des Français, et c'est le seul cas dans l'économie de notre pays, de payer le double de ce qu'ils gagnent. La différence, évidemment, elle est grande. 2400, 2300, c'est une moyenne. Il y a encore des établissements à 1600 €. Je vous laisse imaginer le niveau de la qualité. Il y en a à 5000, ce qui ne veut pas dire que la qualité est plus grande. Ça, c'est une difficulté sur laquelle on reviendra. Il faut bien savoir que dans un établissement, la personne âgée et sa famille payent 60% du coût de fonctionnement de l'établissement. L'État paye, l'assurance maladie paye 30% et les départements 10%. Donc, ce sont les usagers et leurs familles qui payent l'essentiel du coût en établissement et un coût grandissant à domicile. Troisième élément sur la régulation, elle est très différente suivant les secteurs. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir si vous le voulez. En établissement comme à domicile, 80% du secteur, il est public ou associatif. 20% est commercial. Et sans rentrer dans les détails,
80% donc du secteur est tarifé et 20% est à prix contrôlé. Il n'y a pas de prix libre dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, en tout cas en ce qui concerne les établissements, et ils sont peu libres en ce qui concerne le domicile. Donc on est dans un secteur qui est concurrentiel, parce que les établissements ou les services, qu'ils soient publics, associatifs ou commerciaux, sont en concurrence les uns avec les autres. La concurrence est moins forte dans certains secteurs du point de vue des établissements, parce qu'il y a des zones où l'offre est insuffisante, mais pour autant, on voit bien que le secteur est extrêmement concurrentiel s'agissant des services à domicile. Et donc, on est dans un secteur concurrentiel avec des prix tarifés ou contrôlés, avec des prix qui sont largement au-dessous de ce que serait le niveau du marché. Et donc, il y a une espèce de loi du marché, mais qui fonctionne extrêmement mal, d'où un certain nombre de dysfonctionnements importants. Je vous rappelle, par rapport aux curiosités du secteur, que dans beaucoup de secteurs de l'économie, on dit, là où il y a beaucoup de secteurs publics et associatifs, on va introduire le secteur privé commercial pour pousser les publics et les associatifs, qui pourraient être sur des rentes de situation, à baisser leurs prix. Je vous ferai remarquer curieusement, et ça n'étonne jamais personne, dans notre secteur, c'est le secteur commercial qui a les prix les plus élevés. Donc ça vous donne une idée sur à quel point le marché est aveugle et qu'il ne fonctionne absolument pas, mais pour autant, on se réfère à des logiques de concurrence. Quelle est la conséquence première de cela? Tout à l'heure, le directeur général de la PHP se posait la question de savoir si la régulation influait sur la qualité. Il y a d'ailleurs répondu. J'y répondrai de la même façon. Évidemment, oui. Une telle régulation et une telle sous-dotation a une influence majeure sur la qualité et à plusieurs points de vue. Le premier, c'est le manque de temps passé auprès des personnes âgées. Nous ne faisons pas en France suffisamment bien auprès des personnes âgées qui ont besoin d'être aidées, que ce soit à domicile et en établissement. Si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais sortez-vous de l'idée que ça n'irait pas bien en établissement parce que tout le monde voudrait rester à domicile et que les pouvoirs publics mettraient tous les moyens à domicile. C'est totalement faux. Si on fait des comparaisons internationales, c'est le secteur du domicile comme le secteur de l'établissement qui sont particulièrement en retard et de mauvaise qualité. Donc, manque de temps passé auprès des personnes âgées, premier élément. Deuxième élément, une énergie extrêmement centrée sur les besoins primaires de la personne, c'est-à-dire se laver, se lever, se nourrir, se soigner. Nous nous sommes tous levés et lavés ce matin, et après, notre journée a commencé. Et nous allons manger tout à l'heure, peut-être avec un peu de retard, mais nous devrions bien finir par y arriver. Mais ça ne va pas être l'essentiel de notre journée, bien au contraire. Pour un certain nombre de personnes âgées, se laver, se lever, se nourrir et se soigner, la journée est terminée. Vous voyez à quel point ça fait peu. Alors, du coup, peu sur l'essentiel de la vie. Peu de temps passé sur l'essentiel de la vie. Sur l'équilibre personnel, la Fédération hospitalière de France avait calculé il y a quelques années qu'une personne âgée en moyenne vivant dans un établissement a accès pendant un quart d'heure par mois à une psychologue. Un quart d'heure par mois, quand on sait l'importance de ce que vivent ces personnes, souvent le veuvage, ce sont majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes, mais généralement des veufs, la proximité de la fin ultime, si tant est que fin ultime, ce ne soit pas un peu exagéré, mais en tout cas, c'est une vraie fin. Et puis, le processus de vieillissement, particulièrement dans des sociétés qui méprisent et dénient ce processus de vieillissement. L'accès aux loisirs, le lien social, l'isolement des personnes âgées est bien connu, autour du lien social, la sous-estimation de la dépression, c'est la personne âgée, ou des états anxieux, on considère très vite que ce sont des troubles cognitifs, et puis le pas d'accès au tourisme, aux loisirs, et un certain nombre d'éléments qui nous paraissent à nous totalement essentiels. Élément en corollaire, c'est un secteur qui s'est peu transformé. On reste dans un modèle qui est ancien, qui est totalement dépassé. Le modèle de l'EHPAD, de la maison de retraite classique, il est totalement dépassé. C'est un modèle extrêmement sécuritaire, extrêmement normé, extrêmement contrôlé économiquement, on l'a dit. Et tous ceux qui réfléchissent un peu sur le sujet disent qu'il est totalement dépassé, comme celui d'ailleurs du domicile. Mais dans un secteur extrêmement sous-doté, au fond, la sous-dotation paralyse
je dirais, toute l'énergie et toutes les capacités d'inventivité. Pour autant, la CNSA a lancé une réflexion extrêmement saine sur la société inclusive, y compris pour les personnes âgées. Et puis, ici, je veux bien sûr évoquer le nom de Denis Piveteau, qui vient de rendre un rapport sur la bientraitance extrêmement important dans le cadre du Haut Conseil de l'âge. Et bien évidemment qu'il faut dépasser ce système. Et puis, dernier élément, les conséquences sur les salariés, des salaires bas. Je remercie le directeur général de la PHP des informations qu'il nous a données sur les infirmières. Mais pensez que dans le secteur de l'aide à domicile, une grande partie des salariés ne touchent pas le SMIC. Parce que dans un secteur sous-doté, ils sont à temps partiel contraint et ils n'ont pas le SMIC. Étonnons-nous qu'avec les infirmières, les aides-soignantes, il soit une population particulièrement importante sur les ronds-points en ces temps-ci. Dernier élément, et ça a été un des accélérateurs qui a conduit à la grève de l'an dernier, la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en évidence que c'est le seul secteur de l'activité économique française dans lequel les accidents du travail, les maladies professionnelles ne cessent d'augmenter. Alors les causes, c'était ma troisième partie, je vais la développer très rapidement. D'abord l'agisme qui est une discrimination qui n'est pas repérée. Si je tiens ici des propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes, immédiatement, je pense que la présidente me demandera de quitter la salle et il aura des conséquences. Si je n'avais pas vu un ami dans cette salle depuis 10 ans, il serait de bon ton que je lui dise « tu n'as pas vieilli » et pour être poli, il me dirait « moi non plus ». Toi non plus, et comme ça, nous nous raconterions que nous ne sommes jeunes, parce que la grande hantise, c'est surtout de ne pas être vieux. Comme il fut un temps où il ne fallait pas être juif, il ne fallait pas être homosexuel, il ne fallait pas être une femme. Je ne développe pas, vous avez tous bien compris. Juste un exemple, c'est qu'il est inscrit dans la loi, c'est qu'après 60 ans, vous êtes ravalé au rang de bête, c'est-à-dire si vous avez des difficultés, vous êtes une personne dépendante, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes droits qu'une personne handicapée. Un exemple, quand une personne handicapée ne peut pas se servir d'un fauteuil roulant, que fait-on ? On va le barder d'électronique pour qu'il puisse s'en servir, même si ses capacités physiques sont extrêmement faibles. Quand une personne âgée, fragilisée, ne peut pas se servir d'un fauteuil roulant, que fait-on ? Eh bien, on lui explique qu'elle n'a pas droit au fauteuil roulant. En tout cas, quand il est électrique. C'est simple. Deuxième raison extrêmement importante de ce manque de moyens, c'est le raisonnement par analogie. Et ce raisonnement par analogie, il est absolument dramatique. Au fond, nous sommes les petits frères du secteur sanitaire. Nous pesons à peu près 5% des dépenses de santé, mais nous avons la même régulation. C'est-à-dire que toutes les régulations de l'hôpital, de la clinique dont nous avons entendu parler, elles nous est par analogie appliquée, même si les modes techniques sont un peu différents. Un exemple a été mis en place il y a quelques années, des réserves prudentielles dans les différentes caisses du secteur. Extrêmement utile. Si à la fin de l'année, on a un déficit, eh bien, comme on a une réserve prudentielle, ça diminuera le déficit. Eh bien, cette réserve prudentielle est appliquée à la CNSA. Il y a juste un détail, c'est que depuis sa création, la CNSA n'est jamais déficitaire. Au contraire, on fait en sorte que tous les moyens ne puissent pas être dépensés et du coup, elle accumule des réserves dans lesquelles d'ailleurs Bercy reprend régulièrement, ce qui fait que tous les moyens affectés au secteur ne lui sont pas en plus destinés in fine. Rapidement, quelques propositions. Mettre en évidence l'agisme et lutter contre, supprimer ce raisonnement par analogie qui est destructeur, donner des moyens supplémentaires. Et à cet égard, la ministre a lancé une consultation grand âge autonomie qui va aboutir très prochainement. Dominique Libault devrait prochainement rendre son rapport. Ce sera un test. Pour une fois que l'aide au grand âge va être un test pour la société française, il est bien clair que ce que les pouvoirs publics, le président, le Premier ministre, la ministre, vont faire de cette consultation va être une illustration de ce qui pourrait être fait ultérieurement de la grande consultation qui est actuellement en cours. Donc il faudrait que les pouvoirs publics soient extrêmement attentifs sur des signaux forts qu'ils vont donner au secteur, notamment en termes de moyens. Très rapidement, simplifier des procédures budgétaires qui sont de véritables usines à gaz, les CEPOM et autres bizarreries qui sont des purs exercices de style, pardon monsieur le directeur général d'ARS, mais ce sont des purs exercices de style auxquels plus personne ne croit, mais qui prennent une énergie
colossal dans nos structures, et je le crois aussi dans les ARS et dans les services de l'État et des départements. Tout cela pour strictement rien, pour expliquer des tas de choses qu'on devrait faire mieux, que de toute façon personne ne fait, et que de toute façon, in fine, personne n'évalue non plus. Je ne développerai pas le naufrage des évaluations externes et internes. Il faudrait faire vraiment de l'économie. Et moi qui suis économiste de formation, on m'a toujours parlé des coûts cachés. Je parle des conditions de travail des salariés, mais bien d'autres choses, les hospitalisations inutiles. Moins il y a de moyens dans les établissements pour personnes âgées, plus on va hospitaliser, malgré tous les discours sur les parcours de soins qui sont extrêmement utiles. Je les partage avec les responsables du secteur sanitaire. Mais pour autant, dans la réalité, quand on n'a pas les moyens et que des éléments vitaux concernant la personne pourraient être en jeu, la plupart du temps, ils ne le sont pas, on hospitalise. Dernier élément, on compte très bien les moyens. C'est très facile de compter les euros. À partir de 6-7 ans, on y arrive à peu près. C'est par contre impossible aujourd'hui, et c'est à mon avis un problème majeur, de compter la qualité. C'est-à-dire qu'on nous dit « Ah oui, alors il y a des établissements qui disent qu'ils n'ont pas assez de moyens ou des services à domicile qui le disent. Mais moi, nous dit tout bon inspecteur d'ARS ou de département, je connais un établissement qu'on a beaucoup moins et la qualité est la même. » Alors, je connais un établissement qu'on a beaucoup moins, ça je le crois, il a compté les euros. La qualité est la même, sur la base de quoi tient-il ce discours? Il n'a aucun élément. Et je pense que dans notre secteur, il nous faudrait objectiver la qualité. Et nous pensons dans l'association que je préside, et j'en termine là, qu'il nous faudrait aller vers un système d'étoiles comme dans l'hôtellerie. Je pense, mais bien entendu, parce que comme les coûts ne sont pas déconnectés de la qualité, mais nous sommes dans un secteur où les prix sont complètement déconnectés de la qualité. Et depuis le début du siècle, tous les ministres qui ont précédé Madame Buzyn ont essayé d'avancer sur cette question et n'y sont pas arrivés. Pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas possible pour l'État de fixer un taux de profit pour des entreprises commerciales. Donc on peut toujours raconter tout ce qu'on voudra, ça ne se fera pas. Je pense qu'il faudrait, pour plus de clarté du citoyen et aussi pour plus de clarté pour les pouvoirs publics et pour les professionnels, arriver à un système d'étoiles. La profession de l'hôtellerie est parfaitement arrivée. Il faudrait un système en négociation, en discussion profonde entre les pouvoirs publics et les professionnels. Et nous ne nous trouverions plus dans la situation que nous connaissons dans le secteur où, au prix du 5 étoiles, on peut vendre du 4, du 3 ou du 2 étoiles. Et à l'inverse, au prix du 2 étoiles, par des prouesses inimaginables, certains réussissent quand même à faire du 3 étoiles, mais bien entendu, jamais du 4 ou du 5, dans un secteur qui, globalement, malheureusement, du fait des contraintes économiques, fait du 1 ou du 1,5 étoiles. Merci à vous. Merci, Monsieur Chanvert, pour ce vibrant plaidoyer en faveur des personnes âgées que nous sommes tout ou non ignorants de notre devenir. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur Graal, en tant que directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je passe après l'ensemble des discours, donc c'est plus facile pour moi puisque beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de synthétiser le propos par rapport à ce que j'avais prévu vu l'heure qui nous réunit. Alors, le directeur de l'Agence régionale de santé, vous l'avez dit, vous avez bien décrit les outils qu'il a à sa disposition pour assurer la régulation qu'on lui demande de faire de par ses prérogatives, et les outils sont là. Les outils sont là pour assurer ce qui est notre philosophie, assurer l'accessibilité. Je parle des soins là en particulier parce qu'il y a plein d'autres éléments, bien évidemment. L'accessibilité, la qualité et bien sûr la juste utilisation de la ressource, l'efficience dans un contexte contraint que vous connaissez tous très bien. Dans ce point, je vais essayer de vous donner deux aspects. L'aspect macro, j'allais dire, et l'aspect micro de lien avec les établissements de santé dans le cadre de cette juste utilisation de la ressource. En préalable, en toile de fond, il me semble important de vous dire, ça n'a pas été dit, mais je pense que c'est dans la pratique de tout le monde, c'est que ce modèle économique, cette régulation économique, puisqu'on parle de ça, s'inscrit dans un contexte qui est largement dépendant aussi, pour une bonne part, de la ressource médicale.
la ressource médicale qui gouverne beaucoup d'organisations, beaucoup de recettes et beaucoup de dépenses, parce que si les médecins sont les ordonnateurs des recettes de l'activité, ce sont aussi les ordonnateurs des dépenses, et pas que des dépenses de médicaments ou de dispositifs, mais aussi l'utilisation de la ressource paramédicale de par leur organisation, et je crois qu'il faut vraiment bien avoir ça à l'œil. Cette idée d'assurer de la qualité, elle est très simple. Quand on fait de la qualité, on dépense juste et on dépense plutôt moins que quand on fait de la non-qualité. Tout le monde sait que la non-qualité a un coût, qu'on a du mal à le définir, mais on sait que ça coûte plus cher de mal travailler que de bien travailler ou de bien utiliser les bons médicaments au bon endroit avec la bonne posologie selon les bonnes recommandations. Et je pense que il me semblait important de vous livrer ça en préalable, parce que ça gouverne après l'action du directeur de l'ARS sur son territoire, qui n'est pas un territoire uniquement de grande métropole, mais qui est surtout un lien avec les élus, les professionnels, les populations sur des territoires éloignés, très souvent, et qui ont aussi un besoin et un droit à cette équité d'accès aux soins, et qu'il faut essayer de mettre en place dans des cadres de qualité. Alors tout d'abord, sur le plan de la régulation macro, c'est gouverné par un certain nombre de textes, bien évidemment. On a parlé du projet régional de santé, sur 10 ans entre le cadre d'orientation stratégique 10 ans et le schéma régional de santé 5 ans, qui établit des implantations, des activités selon un périmètre de territoire de santé défini par l'ARS, bien sûr, dans le PRS, après les concertations qui vont bien, et qui n'aborde pas la quantité d'activités, entre guillemets, sur ces implantations, il faut quand même le souligner. C'est un temps long quand même, et qui peut être amené à un certain nombre de révisions de ce PRS selon des éléments bien cadrés, avec l'Axos notamment. Et puis vous avez les contrats, les CPOM, dont je suis totalement d'accord pour dire qu'il faut aller à la simplification et au rendu opérationnel de cet outil qui prend beaucoup de temps, qui a peut-être été un peu, trop nourri, j'allais dire, d'un certain nombre d'items, mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et un des sujets, c'est, au-delà de suppression de l'activité sur un certain nombre d'éléments, et notamment sur la qualité, tout le reste, sur quels éléments, j'allais dire, de sanctions, entre guillemets, quels éléments de sanctions pouvons-nous utiliser sur ce CPOM. Et vous avez bien sûr des dispositions qui vous permettent d'abattre de 5% jusqu'à 5% les recettes, alors que quand ce sujet se pose, c'est souvent sur des établissements déjà en grand déficit et que c'est très difficile à manier utilement, et de façon pédagogique d'ailleurs. À côté de tout ceci, on a, pour assurer, donc ça c'est la trame de fond, c'est comment pouvons-nous réorganiser l'offre en fonction de ces éléments de qualité, de ressources médicales, qui fondent aussi la qualité normalement. Nous avons les coopérations. Alors les coopérations, elles se font soit entre acteurs publics, c'est les groupements hospitaliers de territoire, sur lesquels l'ARS a défini le périmètre, reçoit les projets médicaux partagés entre les établissements du GHT et met un avis pour peu que ce PMP soit totalement raccord avec le projet régional de santé. Mais ce n'est pas l'ARS qui fait le GHT, qui fait le PMP. Et je dois dire que sur mon expérience sur 2 grandes régions, les PMP sont encore à l'an 1, n'aboutissant pas clairement à ce qu'on attendait, c'est-à-dire une réorganisation de l'offre entre les publics avec une gradation des soins qui suppose une certaine filière. Mais tout ceci, je pense, va trouver aboutissement avec les travaux qui se mènent pour un an 2 des GHT qui est absolument indispensable. Et notamment, un certain nombre de choses se verront dans la loi prochainement avec la notion de directeur des affaires médicales commun au GHT pour peu qu'on élabore techniquement les compétences, bien sûr. Les coopérations, c'est aussi les coopérations publiques-privées. Je ne détaille pas les modes qu'elles peuvent prendre, qui est un peu moins important qu'il n'a été dans les années 80-90, où dans beaucoup de villes moyennes, il y avait vraiment une restructuration forte dans ce sens-là, qui est plus sur des niches, j'allais dire, sans aucun caractère péjoratif maintenant, sur des activités, et pour sur certains territoires aussi, mettre en commun la ressource qui se fait rare, confère mon premier point. Et puis
les coopérations aussi, c'est d'articuler la ville et l'hôpital. Et j'en donnerai un simple exemple, c'est-à-dire que on va avoir les CPTS, on a un certain nombre de PRS qui sont restructurants là-dessus, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, sur comment faire en sorte, c'est le bon parcours, comment faire en sorte de ne pas générer des dépenses inutiles sur l'afflux massif aux urgences dans les secteurs hospitaliers de gens qui n'en ont pas strictement besoin. Mais ils y viennent à un moment parce qu'ils ne trouvent rien en amont. Donc il faut retisser tout ceci pour diminuer la pression et donc diminuer aussi les dépenses dans ce contexte économique dont je vous ai parlé. Dernier point dans ces restructurations qui sont un point plus ténu mais important structurellement pour le directeur de l'ARS, c'est la gouvernance. Un certain nombre de dispositions nous permettent de mettre des directions communes, après tout un parcours bien évidemment administratif, ou de prononcer des fusions. Dans ma région, depuis que j'y suis depuis 2 ans, j'ai mis en place 3 directions communes d'importance et j'ai prononcé une fusion importante de 2 établissements là prochainement, qui sont des éléments subjectifs mais importants pour assurer parfois une gouvernance homogène et arriver à avoir une gouvernance unique sur certains sujets d'importance. Je n'irai pas plus loin. Et 3e point dans ce macro, c'est bien sûr cette restructuration qui peut se faire. On en parle beaucoup des maternités. Un des sujets des ARS, c'est que c'est un régulateur qui prend ses responsabilités et qui prend des décisions tous les jours et qui est obligé de les prendre et qui veut les prendre dans le contexte que je vous ai dit. Donc c'est pas toujours très populaire, vous le savez très bien, mais l'ARS est une institution qui prend ses responsabilités et qui décide. Et en cette matière, et je reviens sur le PRS, je reviens sur les CEPOM, je reviens sur tout ceci, c'est du tricotage aux proches pour arriver à faire comprendre à la population, aux professionnels, aux élus, l'importance de la gradation des soins pour des raisons de qualité. Et depuis quelque temps, on s'appuie fortement sur la Haute Autorité de Santé, sur les certifications, pour amener un certain nombre d'évolutions. Et je dois dire que pour ce que j'ai pu voir, ce travail est très étroit et dans le meilleur sens de la qualité. Et c'est l'abord le plus opposable à l'ensemble de la communauté que de parler de qualité, de prise en charge. Et d'ailleurs, vous savez très bien que il y en a beaucoup qui ont déjà compris avant et qui ne vont pas dans un certain nombre d'établissements se faire soigner, mais qui incitent leur population à y aller. Ça arrive quand même. Et tout notre travail est de travailler comme ça, en proche, pour amener cette régulation de l'offre qui amène bien sûr une régulation économique. Premier point. 2e point, comment cette juste ressource, parce que c'est aussi dans les prérogatives des ARS données selon la loi, c'est-à-dire de contrôler le fonctionnement des établissements de santé, SIC. Et nous avons un certain nombre de dispositions, je vais y venir parce que c'est aussi important. On a parlé beaucoup des autorisations, du droit des autorisations, tout ceci nourrit bien sûr les juristes, mais la vraie vie, c'est aussi le dialogue de gestion entre l'autorité régulatrice et les opérateurs, en l'occurrence les établissements de santé. Et Martin Hirsch y faisait allusion tout à l'heure. Nous avons bien sûr des dispositions qui sont l'état des prévisionnels des EPRD et les PGFP, les plans globaux de financement pluriannuel, qui nous sont soumis chaque année et que nous pouvons refuser si tout ceci ne correspond pas à certaines évolutions ou font valoir des travaux qui ne sont pas possibles, dans des investissements immobiliers notamment, qui ne sont pas possibles compte tenu des indicateurs économiques de ces établissements. Et il nous arrive de plus en plus souvent de prononcer, après toute la phase bien sûr juridiquement appuyée, des administrations provisoires qui ont pour but aussi de remettre tout ceci dans l'ordre. Et on a quelques succès dans ce cadre-là. Et je voulais souligner aussi le travail très partenarial, chacun dans son rôle bien évidemment, avec les chambres régionales des comptes, où nous avons des relations régulières pour parler d'un certain nombre de sujets. Bien sûr, cet élément aussi pour les investissements. Nous avons un droit de regard dans certains établissements selon leurs critères financiers sur l'autorisation ou non qu'on peut leur donner de faire des emprunts quand la situation est délicate. Et puis ce dialogue de gestion est aussi l'occasion d'aborder le nerf de la guerre, les masses salariales et l'utilisation. Et je voulais signaler 2 points particuliers. C'est
qu'actuellement, l'évolution de la masse salariale des personnels non médicaux est à peu près contenue. Dans ma région, c'est à peu près à 1,2, quelque chose comme ça, alors qu'on a un envol des dépenses de personnels médicaux, jusqu'à 3-4%, qui sont liées en particulier au recrutement d'intérimaires. Nous avons actuellement dans le tissu hospitalier un recrutement d'intérimaires particulièrement important, avec des prix, j'allais dire, gérés ou non par des sociétés d'intérim, au-delà du décret qui fixe une limite d'un certain nombre d'éléments de contournement ont été mis en place. Et on voit quand même dans des établissements, des praticiens hospitaliers qui passent soit en disponibilité, soit à temps partiel pour pouvoir proposer leurs services dans leurs propres établissements comme intérimaires. Donc tout ceci, au-delà de l'anecdote, est vraiment un facteur d'inquiétude pour beaucoup d'établissements dans leur équilibre financier, avec des sommes colossales qui sont dans ce cadre. Nous, on essaye d'intervenir dans nos prérogatives, mais ce n'est pas très facile. Et puis, pour terminer, bien évidemment, pour atténuer la vindicte de mon voisin, un des éléments qu'on a en région particulièrement, c'est que ce soit le FIR ou les dotations financières dont nous héritons à distribuer. Notre objectif est réellement de faire de la qualité, de dépenser juste, d'avoir le bon parcours, la bonne personne au bon endroit pour la bonne prise en charge, vous connaissez, qui est le facteur de juste utilisation de la ressource. Tout ceci aussi pour créer des possibilités de faire de la fongibilité, pas de la fongibilité financière simplement, mais pour pouvoir amener soit des soutiens en investissement aux structures médico-sociales, notamment les établissements de santé, soit faire de la fongibilité pour transformer l'offre en psychiatrie en offre médico-sociale, dans la mesure où on a vu qu'il y avait l'inadéquation aussi dans certaines structures pédiatriques. Et je terminerai, si vous me permettez, parce que j'ai parlé des structures publiques, et je n'ai pas beaucoup parlé, pas du tout même, des structures privées, et je me tourne vers mon voisin de droite, qui, sur l'accès aux soins, sur les grands principes, bien évidemment, sont les mêmes, et qui, sur le modèle économique, in fine, ne sont pas tout à fait pareils que l'établissement public. Et c'est très compliqué de travailler de la même façon sur ce point-là. Les autorisations, bien sûr, rejoignent l'ensemble des deux secteurs, et tout ceci est à tenir en compte en fonction de la force médicale. Et plus que jamais, et d'ailleurs les déclarations de Monsieur le Président de la République dans Ma Santé 2022 fait appel à ce transsecteur, j'allais dire en proximité, où finalement il faut résumer que toutes les forces sont les bienvenues pour assurer justement cette prise en charge des patients en proximité, la proximité n'étant pas forcément synonyme de tous les services, mais la proximité, c'est la proximité pour avoir accès, comme disait Madame la Ministre tout à l'heure, l'équité d'accès qui peut ne pas être à la porte, mais qui peut être plus loin. L'essentiel est que tout ceci se fasse selon les règles de l'art, et c'est bien normal. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, et je vous remercie encore de votre... Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Est-ce que nous disposons de quelques minutes, oui, pour que la salle puisse poser éventuellement ses questions ? Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à la salle. Je voudrais quand même, avant que vous partiez, remarquer que vous avez tous parlé de qualité. C'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Et rappelons-nous que lorsque le Premier ministre Alain Juppé a présenté son plan en 1996, il évoquait déjà cette idée du juste soin, dépenser mieux en dépensant moins. Et ça fait quand même plus de 20 ans. Vous avez aussi insisté sur le recrutement des praticiens dans les hôpitaux. C'est aussi une vieille histoire qui anime les établissements de santé depuis 1943. Donc c'est un éternel chantier, la question de la réforme hospitalière. Bien, je vais quand même laisser la parole à la salle en demandant à ceux qui posent des questions de bien vouloir se présenter. Merci. Qui veut intervenir ? Pas de questions ? Soit sur la gestion des établissements privés, des établissements publics, ou la manière dont les autorités de régulation interviennent. Oui, madame ? Je ne voudrais pas que cette séance se termine sans la moindre réaction,
parce qu'elle était passionnante. Et j'aurais donc voulu demander juste une question comme ça qui me vient à l'idée à Monsieur Jeanvert. Dans la qualité des soins, enfin, je suis très bien sûr, il faudrait un étalonnage de ce que c'est que la qualité d'un accueil dans un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Et par exemple, je m'étonne toujours de cette espèce d'aspect qui est l'enfermement. Il y avait encore une émission à la télé avant-hier où on expliquait comment on enfermait les gens. Il y a également de nombreux établissements où, par exemple, on ferme les fenêtres à clé pour que les gens ne s'enfuient pas. C'est quelque chose qui ne coûte rien, ça. Je me demande à quel type de philosophie ça correspond, et c'est vécu par beaucoup de visiteurs et d'internés comme quelque chose d'extrêmement répressif et d'inexplicable. Bon, je dis ça, le reste de votre intervention pose bien votre problème, monsieur. Juste une petite correction, merci de votre question. S'agissant des systèmes d'évaluation, j'ai parlé d'étoiles pour aller vite, je le cantonnais à mon métier. Je n'ai rien dit sur le secteur sanitaire. Même si c'est mon ancien métier, je suis directeur d'hôpital de formation, mais je ne parle que du secteur de l'aide aux personnes âgées, tant établissement que domicile d'ailleurs. L'enfermement, merci de poser cette question, je ne l'ai pas évoqué. C'est dans cette maison, je veux dire avec solennité que c'est un des scandales de la République. Voyez, j'ai fait allusion à mon passé de directeur d'hôpital, j'ai été directeur adjoint en hôpital psychiatrique dans un hôpital où on avait des personnes qui étaient en hospitalisation sous contrainte, voire en hospitalisation d'office. Bon, voyons comment en psychiatrie, on a sous le contrôle du juge, avec la possibilité d'intervention d'avocats et avec des expertises différentes de médecins psychiatres, fait en sorte de supprimer quasiment, totalement, les internements abusifs. Il peut toujours y avoir des débats dans tel ou tel cas, mais la société française a avancé beaucoup là-dessus en termes de liberté publique. Je vous rappelle que moi, dans les établissements que je dirige, il y a des gens qui sont enfermés sur la base d'une circulaire. Je n'oserais pas rappeler dans cette maison qu'une circulaire, même en tant que directeur d'établissement public, ne m'est pas applicable. Mais la circulaire sur les UHR, c'est-à-dire les unités pudiquement appelées d'hébergement renforcé, dit que le service doit être fermé. C'est une circulaire qui le dit. Et parce que Michel Delaunay était très sensible à ces sujets, parce que nous l'avions beaucoup sensibilisé, parce que nous, à l'ADEPA, nous considérons que ces mesures d'enfermement sont intolérables, quand on a discuté de ces questions, nous avons souhaité qu'il y ait un rapprochement entre le ministère de la Justice et le ministère des Personnes âgées, qui n'a pas été possible, parce que la grande peur du ministère de la Justice, c'est de voir se dupliquer les protections qui sont celles pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques aux personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, parce qu'elles sont très nombreuses. Et qu'il y a une peur très simple d'engorgement des tribunaux. Et pour ces raisons-là, on ne le fait pas. Donc, première question de moyens dans le ministère de la Justice. Mais deuxième raison de moyens dans les établissements et à domicile. Parce qu'on parle toujours des établissements, parce que c'est là où ça se voit. On ne parle pas du domicile où personne ne va jamais, sauf les personnes elles-mêmes et quelques salariés. Mais le nombre de personnes enfermées à leur domicile est extrêmement important dans notre pays. Mais de la même façon en établissement, pourquoi enferme-t-on? Pour une raison simple. L'ancêtre de la Haute Autorité de Santé, l'ANAS, au début des années 2000, sollicité d'ailleurs par les professionnels, dont l'ADEPA, avait conclu dans une conférence de consensus en disant « il ne faut pas enfermer, il faut passer plus de temps avec les personnes ». Mais comme on n'a pas assez de professionnels, on enferme par manque de moyens. Ah, je vous l'affirme, madame, je vous l'affirme, croyez-moi, on enferme par manque de moyens. Il se trouve que je dirige 4 établissements, dont l'un a une unité pour personnes désorientées qui n'est pas fermée. Et pour des raisons historiques sans intérêt, nous ne l'avons jamais fermée. Il se trouve que nous avons dans cet établissement plus de moyens que la moyenne.
D'ailleurs, nous étions susceptibles de nous en voir diminuer par les pouvoirs publics jusqu'à l'an dernier. D'ailleurs, la décision de Mme Buzyn de mettre fin à la convergence à la baisse. Je ne rentre pas dans les détails techniques pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du secteur. Pour autant, on voit bien que quand on a du temps à passer auprès de personnes qui ont des troubles du comportement, les troubles diminuent, l'anxiété diminue, les comportements d'agitation diminuent. C'est ce qu'on connaît depuis 40 ou 50 ans en psychiatrie. C'est tout simple. Un être humain, vous l'enfermez, vous ne vous occupez pas de lui, s'il a des troubles qui amplifient ses peurs et ses angoisses, il peut être agité, il peut vouloir partir. Bon, si vous passez du temps avec lui, la volonté de partir n'est plus que celle de vouloir aller se promener. Quand on peut aller se promener avec la personne, il n'y a pas de problème. Mais quand évidemment il n'y a pas le nombre de professionnels pour aller se promener avec les personnes, on la boucle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Alors, parce qu'il n'y a pas le nombre de professionnels, il n'y a pas la réponse juridique à la hauteur de notre démocratie pour les raisons que je viens de dire. Et troisième élément, je l'ai un peu esquissé, nous sommes dans une culture hyper sécuritaire. Nous avons mis en œuvre, particulièrement en établissement, d'une moindre mesure à domicile, des logiques hyper sécuritaires qu'il nous faut modifier pour aller vers des logiques beaucoup plus de liberté, au sens des libertés publiques, mais ce qui impose un droit au risque pour les personnes. Et là, on pourrait beaucoup développer pourquoi ça ne s'est pas mis en place, mais l'avenir, c'est ça. Plus de moyens pour mieux s'occuper des personnes et se préoccuper beaucoup plus de la liberté, parce que je conclus, Madame la Présidente avait raison de le dire, l'avenir de notre société, ce sont les jeunes, l'avenir de chacun d'entre nous, c'est d'être vieux. Bien, je crois que nous allons conclure. Juste une information, nous recommençons à 14h30. Merci beaucoup.